À vous de juger. À vous de juger, une émission de débat sur la RTB Radio. À vous de juger, Bénédicte Zoé Savadogo. Réalisation, Augustin Zapsori. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission de débat à vous de juger de ce jour sur la RTB et synchronisée sur l'ensemble de ses radios partenaires. Aujourd'hui, votre émission de débat s'arrête sur l'affaire Adja Divine, victime de la colère populaire de 23 mai dernier. Selon les explications de la police nationale, le mardi 23 mai 2017 aux environs de 11h45, des éléments de la police nationale en mission de contrôle de fouilles au carrefour terrain BCAO non loin de l'hôtel Palace ont interpellé une dame qui a refusé d'obtempérer. À sa suite, deux individus à moto, la poursuivant, ont intimé l'équipe de policiers en mission de l'arrêter. Voulant comprendre ce qui se passait, deux éléments, dont un en armes, ont suivi le véhicule de la dite dame qui a été rattrapé dans le quartier de Nangray, où il a été immobilisé par une foule en colère qui accusait la dame d'avoir volé un bébé. Après avoir réussi de calmer la foule, les policiers ont décidé de conduire la dame dans le commissariat de police le plus proche. C'est en cours de route qu'ils se sont vus rattrapés par les poursuivants de la dame aux abords du feu de Petrofa Ouaga 2000 à cause de l'embouteillage qui y régnait. Malgré leur volonté de sécuriser l'infortuné, les policiers seront débordés. Bilan éloquent. L'infortuné humilié a été battu et défiguré. Bref, je vous passe les détails. C'est justement cette actualité qui a suscité l'intérêt de ce débat. Pourquoi le peuple se rend justice lui-même? Pourquoi l'on ne fait pas confiance à la justice au point de décider d'en finir avec quelqu'un sans preuve? Pourquoi le silence des autorités sur la question? Quelles leçons tirer de cette situation? Nous n'allons pas nous attarder sur l'agression de Adjaratou Dessongo, alias Adja Divine, dans la mesure où les principaux acteurs mis en cause ne sont pas sur ce plateau. Nous allons plutôt aborder la question de l'incivisme, les causes profondes, les conséquences sur la gouvernance du Burkina Faso. Et pour en parler, je reçois pour vous Monsieur Ali Sanou, il est secrétaire général du MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Bonjour. Oui, bonjour. Je reçois également Maître Benao Batibié, il est avocat. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Armand Emma, directeur de l'éducation au civisme et à la citoyenneté, est également avec nous. C'est au ministère de la Justice. Bonjour, Monsieur Emma. Bonjour, madame. Et merci à vous tous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Première question pour entrer dans le sujet. Quel commentaire vous inspire le cas Adja Divine? On commence par vous, Maître Benao. Qu'est-ce que cela m'inspire? Il y a d'abord le fait que des êtres humains, sur la base de leurs croyances, à des faits qui ne sont pas du tout établis, ça vise justement donc pour beaucoup d'entre eux de se jeter dans une action qui ressemble très fort donc à une vindicte populaire, pour ne pas dire un lynchage pur et simple, ce qui est une grave atteinte au principe de la présomption d'innocence, d'une part, mais d'autre part aussi, en même temps, le commentaire que cela peut appeler, c'est celui de la question de la réalité même des faits, et aussi de la question de la professionnalisation ou des règles professionnelles au niveau de la police en tant que telle, parce qu'il y a tout un fourre-tout qu'il faut justement donc regarder. Aujourd'hui, il y a des versions que vous voyez de gauche à droite. Il y a la vérité de Adja Divine, il y a la vérité de la police. Bon, nous espérons peut-être que, comme apparemment il y a une information qui va être ouverte, qu'on saura la vérité véritablement en confrontant les deux vérités, voilà, éventuellement au niveau de la justice. Mais c'est dommage. Dommage. Monsieur Sanou? Oui, à la suite de Maître Benao, il faut dire que c'est un sentiment de désolation et de tristesse dans la mesure où, dans le processus de construction d'un état de droit, le souhait c'est que les citoyens puissent déférer quand même leurs litiges ou toutes les suspicions qu'ils ont en ce qui concerne des infractions qui ont été commises devant les structures judiciaires compétentes. Et lorsque on voit des cas de lynchage public qui ne sont pas une première au Burkina, qui sont malheureusement assez fréquents, se produit, on ne peut qu'être désolé parce que on n'offre pas la possibilité
d'entendre la voix de ces personnes qu'on accuse, peut-être quelquefois injustement, d'avoir commis des infractions. Et malheureusement, Madame Adja Divine s'est retrouvée confrontée à une situation pareille, où l'émoi suscité par son affaire est d'autant plus grande qu'il y a eu quand même des humiliations qui n'honorent pas les Burkinabés. Donc, véritablement, on ne peut que condamner cette attitude, mais qui montre en même temps le degré de crédit de notre institution judiciaire dans la conscience populaire dans notre pays. Monsieur Emma? Je pense que le constat qu'on peut déjà faire, c'est qu'on assiste au sein de notre société à une montée de la justice privée, ce qui n'est pas en phase avec les principes et les règles de la démocratie. Et le cas Adja Divine, je pense que nous avons tous condamné ce qui s'est passé. Mais ce qu'il faut noter également, c'est le réflexe que la victime a eu de saisir la justice pour que lumière soit faite sur cette affaire, de sorte à situer les responsabilités. Et nous, au ministère de la Justice, on appelle à ça. Lorsque vous êtes lésé dans votre droit, le premier réflexe à avoir, c'est de saisir la justice pour que la justice puisse connaître de ton affaire. Je pense que c'est important, mais c'est aussi appeler nos concitoyens à ne pas tomber dans ce genre d'agissement. La justice privée ne consulte pas une démocratie. Et dans un tel environnement empreint d'incivisme, il va de soi que cela va porter atteinte à notre démocratie. Voilà, donc ce qui fait que chaque acteur ici est interpellé, société civile, État, de sorte à renforcer les actions de sensibilisation, de sorte à amener nos citoyens également à comprendre le sens de la démocratie, de l'état de droit. C'est de cette manière-là que nous allons travailler à la promotion du civisme et d'une citoyenneté responsable dans notre pays. Parce que vous me dites que c'est pas bon d'encourager la justice privée, parce qu'en fait ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres, tout le monde est concerné, ça pouvait arriver à n'importe qui. Effectivement, vous avez raison, parce que l'incivisme, ce n'est pas les autres, c'est nous tous. Parce que la question de l'incivisme pose ici une question, c'est une question d'abord de la société. Oui. L'incivisme commence où? Et qui en est le responsable et autres. Nous pensons que lorsqu'on parle d'incivisme dans notre pays, tous les acteurs sont interpellés. D'abord, la famille, qui est la cellule de base de la société, parce que c'est le lieu par excellence de socialisation de l'enfant. Absolument. Il faut commencer par là. Inculquer à nos enfants les valeurs civiques et citoyennes. Ensuite, l'école, qui est le second lieu de socialisation de l'individu, qui doit continuer ce que la famille fait. Ensuite, l'État qui doit créer les conditions. On va parler tout à l'heure des causes et puis des conséquences de l'incivisme. Tout à l'heure, M. Samon, vous avez dit que ce n'est pas la première fois qu'on lynche des gens au Burkina Faso. Mais ce que j'ai envie de savoir, est-ce que c'est la première fois qu'on lynche une femme? Est-ce qu'on avait l'habitude de lyncher les femmes? Non, nous n'avons pas eu beaucoup d'informations sur les cas de lynchage impliquant des femmes. Les cas les plus fréquents, c'est pour des personnes soupçonnées de vol, d'agression, de vol à l'arraché, etc. À Ouagadougou, l'un des derniers cas que nous avons constaté, c'était au quartier de Dapoya, il y a un peu plus de 2 ans, je crois, où l'intéressé avait, sous certainement l'emprise d'une démence, avait mortellement attaqué et agressé une dame. Aussitôt, la foule l'a immobilisé et lynché jusqu'à ce que mort s'en suive. Je pense que l'année dernière, il y a eu également un cas au quartier de la Padoie, où pour un vol à l'arraché également, le présumé délinquant a été lynché par la foule jusqu'à ce que mort s'en suive. Et le danger de ces pratiques, c'est que ça se perpétue. Parce que lorsque la foule arrive à sa fin, elle a l'impression d'avoir immobilisé un délinquant et un voleur. Ça veut dire, pour les prochaines fois, lorsqu'elle aura encore des suspicions vis-à-vis d'un autre individu, un autre présumé délinquant, la tendance sera de l'immobiliser et dire ça fera un voleur en moins. Et ça banalise la vie humaine. Parce que quand vous voyez qu'un être humain est tué dans des conditions les plus atroces et que sa dépouille est exposée dans des rues, regardée par des enfants, etc., il ne faut pas vous surprendre qu'une société pareille puisse connaître des actes de violence encore plus élevés parce qu'on aura éduqué nos enfants en banalisant la vie humaine, en leur disant une vie humaine ne vaut rien, un individu, on peut l'abattre froidement quand on a des suspicions de méfaits qu'il a commis. Et ça, ce n'est pas positif, ce n'est pas constructif, ce n'est pas bien. Sans oublier aussi le fait que jusqu'à aujourd'hui,
on ne sait pas si c'est des personnes qui ont effectivement commis les actes pour lesquels elles ont été lynchées. Souvenez-vous du monsieur sur une chaîne de télévision privée dans l'affaire Adia Divine qui disait que si toute cette foule la poursuit, c'est qu'elle a volé un enfant. C'est faux. Quand on lui demande est-ce que vous l'avez vu, il dit non, si on la poursuit, c'est qu'elle l'a fait. Sans preuve, absolument rien. Sans éléments. Voilà, et c'est ce que vous dites, même quand nous sortons de nos domiciles, personne n'est à l'abri. Pour un oui ou pour un non, comme cette semaine, dans le cas du capitaine ghanéen, mais on peut vous confondre avec un voleur et puis vous abattre de la façon la plus atroce qui soit. Et c'est ce qui est véritablement regrettable. Maître Benao, c'est aussi regrettable chez vous, pour vous? Ben oui, évidemment, ça c'est indiscutable. Voilà, c'est indiscutable et ça c'est sans commentaire. Mais justement, par rapport au fait que on s'en prenne maintenant à une femme là, qu'est-ce que cela suscite en vous? C'est nouveau, c'est assez nouveau quand même. Parce que les voleuses de bébés, il y en a eu, mais on n'en a pas léché. Dans les hôpitaux, on en a volé les bébés, mais on n'en a pas léché quand même. Oui, c'est vrai que pour une femme, quand on dit qu'elle est faible et tout ce que vous voulez, et donc effectivement ça pose un problème. Rien que quand on frappe une femme comme ça, même, ça pose déjà un problème. Absolument. Voilà, donc je conviens qu'effectivement ça pose problème. Par rapport justement à la version de l'artiste de Adia Divine, elle dit qu'en fait elle échappait à la police parce qu'elle n'avait pas tous ses documents à jour. Est-ce que justement le fait d'éviter la police parce qu'on n'a pas tous ces papiers à jour là n'est pas une forme d'infébisme, Maître Benao? Si effectivement elle l'a fait, c'est que ce n'est pas une bonne chose à promouvoir. Voilà, ce n'est pas civique. Voilà, lorsque la force publique vous interpelle, quel que soit ce que vous reprochez, ou ce qu'on vous reproche. Tout à fait. Parce que là, je me dis que là, elle raisonnait par rapport à elle-même déjà, d'abord, sans même savoir pourquoi on l'arrêtait. Donc, quel que soit ce qu'elle a à se reprocher, elle doit s'arrêter. Ou quel que soit effectivement ce qu'on lui reproche, elle doit s'arrêter, donner des explications qu'il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Voilà. Et en l'espèce, vous voyez, si elle a pensé que ces documents n'étaient pas à jour, vous voyez que après vérification, ce n'était pas vrai. Voilà. Alors donc de telle sorte que c'est toujours mieux de s'arrêter. Ça permet d'éviter beaucoup de choses. Vous voyez, elle aurait pu être lynchée juste parce que elle a eu peur de la police. Elle a eu peur de la police. Elle a eu peur de s'arrêter. Mais justement, si ces documents étaient à jour et qu'elle a refusé de s'arrêter, est-ce que vous pensez qu'elle pouvait cacher quelque chose d'autre? Probablement. Pourquoi pas? Ça suscite des interrogations. Tout à fait, ça suscite rien que des interrogations. Parce que vous savez, le problème c'est que il y a des moments où vous vous dites que vous n'êtes pas en règle alors que vous êtes en règle. Il y a des moments aussi où vous dites que vous êtes en règle alors que vous ne l'êtes pas. Je me rappelle une fois, je me suis arrêté très volontairement. On ne m'a pas dit de m'arrêter, c'est moi j'ai serré parce que je crois que j'étais confiant. J'ai enlevé mes documents, je me rends compte que je crois que c'est mon assurance ou bien c'est la visite technique qui était expirée la veille. J'ai dû payer, je crois que depuis ce jour-là, si on ne m'arrête pas, moi aussi je ne m'arrête plus. Hein. Alors, donc, il y a des moments où vous pouvez penser que vous êtes en faute alors que ce n'est pas vrai. Il y a des moments aussi où vous êtes confiant alors que vous êtes en faute. Donc, mais, les règles que nous avons établies en société, c'est que vous vous arrêtez, vous vous prêtez aux questions qu'on vous pose, vous répondez. Si ce n'est pas suffisant et qu'on a besoin d'autre chose, ben, écoutez, vous vous soumettez à la loi. De toute façon, s'il y a des abus, vous avez la possibilité de vous saisir le juge afin que ce soit réparé. Même si c'est un ministre qui est l'auteur de cette interpellation. Ça ne pose aucun problème. Alors, donc, il ne faudrait pas que les gens aient peur de ce genre de situation-là. C'est d'autant plus qu'en environnement aujourd'hui, au Burkina, on a acquis des espaces de liberté tels que, bon, il y a des abus que les gens ne peuvent pas se permettre, quoi. Donc, c'est mieux que tout le monde se plie, effectivement, aux règles de contrôle. Monsieur Emma, justement, je demandais à Maître Benao si le fait de ne pas s'arrêter pour se plier aux règles de contrôle n'est pas une forme d'incivisme. Bon, il est clair que le civisme, comme on le définit, c'est le fait pour un citoyen de respecter les lois, les institutions de son pays. Et l'incivisme, c'est tout à fait le contraire. Ouais. Dans le cas d'espèce, si vraiment il y a un refus manifeste de ne pas s'arrêter, il va de soi qu'on dit clairement que c'est de l'incivisme. Et donc pour laquelle vous voyez à travers les réseaux sociaux, il y a la polémique qui est là. Parce qu'on a pas mal de versions sur cette affaire. Voilà. Donc l'institution compétente pour éclairer l'opinion publique et de sorte à pouvoir faire baisser cette tension-là, nous pensons que c'est l'autorité judiciaire. Donc, mais est-ce qu'on a encore confiance à l'autorité judiciaire? Non, je pense que jusqu'à preuve du contraire, le Burkina Faso est une démocratie, c'est un état de droit. Et dans le cas de la séparation des pouvoirs, chacun a bien entendu son rôle. La justice a été saisie, souffrait que on puisse
mener les enquêtes Mais et que souvent, le vous juge êtes- puisse se prononcer sur cette question. Mhm, Voilà. Moi, je pense que c'est de cette manière-là mhm. qu'on pourra aussi amener les uns et les autres à changer de comportement. Mais c'est Voilà. que souvent la justice traîne. À telle enseigne qu'on a l'impression qu'elle ne travaille pas. Mhm. Dans le cadre de cette affaire-là, est-ce qu'on doit traîner aussi longtemps? Est-ce qu'on doit traîner? Non, je peux dire que sur cette affaire, au regard des différentes versions des personnes intéressées par cette affaire, il serait intéressant de donner du temps à la justice, d'aller au bout Mhm, voilà, des enquêtes et vraiment de situer les responsabilités. Je pense que c'est important. mhm. Dans un état de droit, c'est important. On le dit clairement que la justice, dans un pays, c'est la gardienne des libertés individuelles et collectives, Mhm. et que la justice, c'est le ciment de la société. C'est la justice qui doit nous unir, nous D'accord. les filles et les filles du Burkina Faso. D'accord. Voilà. Monsieur Sanou, est-ce qu'on doit donner beaucoup de temps à la justice? Tout dépend de la complexité de l'affaire. Par exemple, nous avons vu des personnes qui sont peut-être recherchées, qui ont eu à poser des actes sur le terrain. Et si ces personnes sont effectivement recherchées, le temps qu'on peut-être on mettra à les arrêter ou pas peut expliquer plus ou moins que la justice soit longue. Donc pour moi, en fonction de la complexité de l'affaire et autres, la justice peut prendre un certain temps. Mais au-delà de ça, c'est que nous avons quand même tout un passif en matière de justice qui conditionne l'opinion lorsqu'il s'agit de questions de justice. Parce que beaucoup de fois dans notre pays, on a dit la justice suit son cours, mais elle n'est jamais arrivée. Elle a toujours poursuivi son cours sans qu'il n'y ait un terme à ce cours. Ça fait que lorsqu'il y a des faits pareils qui se passent et qu'on dit qu'il faut du temps pour la justice, les gens se disent encore, et je pense que le sentiment, il est légitime de se dire, bon, ça c'est encore une porte de sortie qu'on octroie pour que cette affaire soit encore rangée dans les oubliettes. Et tout ça concourt à ce que nous n'ayons pas confiance en l'institution judiciaire et que les gens développent des réflexes de justice privée parce qu'ils se disent, bon, cette dame-là, si vous l'arrêtez, vous la déposez au commissariat, il n'y aura rien. Elle connaît des gens, Elle certainement. connaît des elle va gens qui vont sortir, intervenir. donc, Il y a 2 ou 3 ans, oui. le commissariat de Houndé a été incendié par les populations parce que des présumés voleurs d'enfants ont été arrêtés par les policiers et détenus dans ce commissariat. Lorsque la population a su, elle est venue encercler le commissariat. Elle a demandé que ces présumés voleurs de bébés soient livrés pour que la justice populaire soit rendue. Naturellement, les policiers se sont opposés, mais les gens ont incendié le commissariat. Et c'est seulement cette année, je pense, que ce commissariat a été rouvert. Donc, Houndé a fait plus de 2 ans sans commissariat. Mais ça veut dire, tout ça, c'est le manque de confiance en l'appareil judiciaire. C'est bien quand nous retrouvons dans un studio de dire nous sommes un état de droit, etc. Mais nous devons également reconnaître que nous ne sommes pas véritablement l'état de droit que nous souhaitons. C'est-à-dire, il y a des affaires pour lesquelles la justice peut être rendue, ne serait-ce que de façon pédagogique. Mais on se rend compte que cette justice n'est pas rendue. Et il y a un manque de communication autour de certaines affaires judiciaires et tout ça contribue malheureusement à effriter le capital confiance des populations vis-à-vis de la justice. Monsieur Benao, Oui. le capital confiance des populations vis-à-vis de la justice est quelque peu effrité. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas quelque peu, c'est beaucoup. Bon. Il faut le reconnaître. Je masque un peu les mots. Hein. Voilà, c'est beaucoup. J'irai au-delà de ce que Ali Sanou a dit. Je ne ramène pas l'affaire à une simple question de l'institution judiciaire. C'est tout l'État qui est en faillite. Voilà, il faut le reconnaître. C'est tout l'État qui est en faillite. Pourquoi? Parce que, par exemple, la matière pénale, l'affaire qui nous concerne, et la plupart des affaires d'ailleurs qui nous concernent, on parle d'une chaîne pénale. C'est-à-dire il y a un ensemble donc, de services qui interviennent et c'est tout l'État qui est en faillite. C'est pas au niveau de l'institution judiciaire, elle est en faillite, c'est vrai, mais tout l'État lui-même est en faillite. Et le problème, c'est qu'il n'y a rien apparemment qui est fait d'un point de vue donc, de vision programmatique là, pour dire qu'on va en sortir d'ici là. Alors, regardez, lorsque les gens s'organisent effectivement et ils font des procès avec les règles de procédure et consorts, ce qu'on appelle les Koroloyogo, et que l'État, justement, donc, apparemment n'a pas d'autre solution par rapport à ça. Quel sentiment, justement, donc, cela renvoie? Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens l'acceptent parce qu'ils se disent que, écoutez, le système judiciaire, effectivement, est en faillite. Qu'est-ce que nous pouvons faire
si c'est pas effectivement donc accepter ça. Et pour rigoler entre griffes, j'ai même vu un confrère une fois qui m'a dit, écoutez, il a introduit une procédure au niveau de la gendarmerie, ça fait plus de combien de mois que le monsieur, on l'arrête pas. Il a l'impression même que le monsieur est protégé par les enquêteurs. Et lui, il cherche Django du nom donc du chef Korleo de Ouagadougou là, qui le cherche pour lui remettre sa plainte. Lui va lui transmettre sa plainte parce que là-bas au moins ce sera clair que tout va aller, il n'y a pas d'inquiétude. Alors donc, vous comprenez que si on en arrive là, c'est tout l'État, c'est tout le système qui est en faillite aujourd'hui. Alors, parce qu'aujourd'hui, même si l'affaire Adja Divine, figurez-vous, alors, imaginez que, entre-temps, on arrête aujourd'hui des gens. Vous n'aurez pas de jugement peut-être avant 3 mois. Pour la simple raison que, au niveau de la maison d'arrêt, ils vont aller trouver des gens qui sont déposés depuis 2 mois qui n'ont pas encore reçu jugement. D'accord? Donc, il faut juger les gens par ancienneté de mandat, nous dit-on, au niveau des palais de justice. Donc, c'est comme en comptabilité, premier entrée, premier sortie. C'est ça. Voilà, vous ne pouvez pas arriver aujourd'hui et puis on va vous juger demain alors qu'il y a des gens qui sont là 2 mois, ils ne sont pas encore jugés. La maison d'arrêt est bourrée, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que, tout simplement, les procureurs, ils veulent bien programmer les dossiers, ils veulent juger demain, mais ils ne peuvent pas parce que, bien avant, il y a telle et telle situation. Eux, les grèves qui se sont succédées, aussi bien au niveau de la magistrature, au niveau donc de la JSP, ont contribué donc à accumuler effectivement le coût des dossiers au niveau donc des maisons d'arrêt, d'une part, et d'autre part, il y a le fait que les moyens même que l'État donne, justement donc du point de vue infrastructure pour gérer ces dossiers-là, sont des moyens qui posent absolument problème. Alors donc c'est tout l'État qui est en faillite, et le système judiciaire lui-même, et l'exécutif qui intervient donc au niveau de la police judiciaire, et naturellement le législatif qui, quand on a un programme, quand on vient, on doit avoir une vision programmatique pour la justice, quel type de justice on veut, quels sont les mécanismes légaux ou législatifs qu'on met en place pour parvenir effectivement à lever un certain nombre de problèmes. On ne le fait pas. Pour moi, c'est un tout. C'est dommage. C'est dommage, oui. C'est le cas de le dire. Bon, on va clôturer un peu cette affaire Adja Divine là et puis rentrer dans le sujet de l'incivisme. Quelle peut être la suite qu'on va donner à cette affaire, monsieur Emma? Je pense que la suite, c'est, le maître l'a dit, le dossier suit son cours en justice. Monsieur Sanou dit ça poursuit même son cours. Oui, ça poursuit même son cours. Et à côté de ça, pour revenir peut-être sur le cas peut-être de l'incivisme, c'est comme on le dit, l'incivisme, prenant naissance dans l'esprit des gens, c'est dans l'esprit des gens aussi qu'il faut le combattre. Absolument. Par les actions de sensibilisation. C'est que les OSC le font, également nous à notre niveau. Mais à côté de ça, ça ne suffit pas comme on le dit. Il faut aussi appliquer la loi dans toute sa rigueur de sorte à faire changer le comportement. Mais disons-le, lorsqu'on parle d'incivisme, les actions qui sont engagées visent quoi? Un changement de comportement. Mais on ne peut pas changer le comportement du jour au lendemain. Parce que le civisme n'est pas une valeur spontanée. On n'est pas bon citoyen. Ça, c'est clair. Mais c'est à travers ce qui est fait sur le terrain. Aussi bien par la société civile, aussi bien par l'État, aussi bien par les parents. Là aussi, il faut mettre un accent particulier. Aussi bien par l'État, à travers l'introduction de l'éducation civique et morale. C'est cette synergie d'action-là qu'il faut créer, en notre sens, pour pouvoir venir à bout du phénomène d'incivisme qui, à mon sens, est une plaie pour notre société. Mais l'incivisme, ce n'est pas un phénomène seulement, c'est un phénomène mondial. Il faut le dire. Voilà. Et qui n'épargne aucun pays. Mais et la force des États, c'est se donner les moyens de toujours travailler à ce que cet incivisme-là, nous puissions plutôt faire reculer les frontières de l'incivisme au pays des hommes intègres. Merci beaucoup, monsieur Emma. Monsieur Sanou, dites-moi, quelle peut être la suite de cette affaire rapidement, 2 mots, avant qu'on appelle la question des causes profondes de l'incivisme? Je pense que la suite, apparemment, sera judiciaire, puisque Adja Divine a saisi, a porté plainte devant les tribunaux. L'UNAPOL, le syndicat de la police nationale également, a porté plainte. Et je pense que l'un dans l'autre, si cette affaire connaît un aboutissement judiciaire, cela va nous permettre de comprendre tous les tenants et les aboutissants. Parce que jusqu'ici, ce sont des versions quelquefois contradictoires qui s'affrontent. D'accord. Bien, on va s'arrêter maintenant sur la question de l'incivisme, les causes profondes. Maître Benao, quand vous analysez la question de l'incivisme au Burkina Faso, à votre avis, quelles peuvent être les causes profondes? C'est lié à quoi? Pourquoi on est devenu aussi incivique? Je l'ai toujours dit depuis très longtemps. J'ai dit à l'incivisme, quand on observe, à l'incivisme action et puis à l'incivisme réaction. La plupart de l'incivisme que nous voyons, c'est de l'incivisme réaction. C'est en réaction à quelque chose.
À quoi? Ça peut être quoi? Justement, je vais en arriver. Okay. L'incivisme action, il faut vous dire que dans une société, chacun agit justement donc en référence à des valeurs. En référence à des valeurs qui sont souvent dans des personnes ou dans des personnalités que l'on prend comme étant repère, que l'on prend comme étant donc une référence en tant que telle. Il l'a dit tout à l'heure au niveau des familles. Dans la famille qui est définie par notre cours de personnel de la famille comme étant la cellule de base de la société. Quelles sont les valeurs que nous inculquons à nos enfants? Quelles sont les valeurs de combat que nous inculquons à nos enfants? Quelles sont les valeurs de vertu que nous inculquons à nos enfants? Au-delà de la famille, d'un point de vue institutionnel, pendant très longtemps, je n'aime pas le mot 27 ans, mais 27 ans durant au moins, est-ce que nous avons, du point de vue institutionnel, est-ce que nous avons eu à promouvoir des valeurs, la vertu du point de vue de la gouvernance? Parce que les gens regardent. Et même depuis 2015, depuis l'insurrection jusqu'à aujourd'hui, est-ce que nous promouvons vraiment des valeurs en tant que telles? Moi, je pense que non. Donc, ça commence par là. Donc, quand les gens regardent, tout à l'heure, on parle justement des citoyens qui lynchent d'autres citoyens, mais quand les citoyens lynchent les autres citoyens, vous savez ce qu'on a appelé à l'époque et qui continue, les exécutions extrajudiciaires. Dites-moi, du point de vue de l'explication qu'il y a à la base, la différence qu'il y a entre le gendarme, le policier, le militaire, qui va justement donc chercher des gens, les soulever chez eux, à la maison, sur indication d'autres personnes, et qui les amènent dans la forêt, ils abattent parce que c'est des délinquants. Dites-moi la différence qu'il y a entre ces gens-là et ceux qui surprennent Adja Divin en train de fuir et qui disent, tiens, certainement il a quelque chose à se reprocher, attrapons-la et frappons-la. Alors, donc, moi, je ne vois aucune différence par rapport à ça. Donc, l'État lui-même s'est rendu pendant longtemps, j'allais dire, instigateur de cet incivisme-là au plus haut sommet. Les questions de corruption, qui sont devenues donc des faits divers dans la presse. Avant ces derniers mois, est-ce que vous avez appris que sur la base d'une dénonciation dans un journal ou même souvent d'une plainte concrète qui est déposée, vous avez déjà appris qu'on a poursuivi quelqu'un pour corruption? Non, pas du tout. Lorsque le militaire haut gradé à l'époque a giflé le policier au feu, au niveau donc du rond-point des Nations Unies, et que par la suite l'avocat du policier a envoyé une sommation interpellative au militaire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je ne réponds pas, je m'en fous. Vous savez ce qu'il est devenu après? On l'a envoyé en mission onusienne. Vous savez ce que le policier est devenu? On l'a sanctionné. Mais quand vous voyez ça, vous voulez que l'incivisme là vienne d'où? Les gens regardent, ils ne vivent pas sur le ciel, ils sont là, chacun regarde et puis il agit. Donc c'est comme ça. Il faut donner le bon exemple par le sommet, même si par la plus petite base au niveau de la famille. Monsieur Sanou, oui, les causes pour vous, c'est quoi? Oui, mais avant même d'en arriver aux causes, finalement, qu'est-ce qu'on appelle l'incivisme dans notre pays? Parce que j'ai l'impression que lorsqu'on évoque la question de l'incivisme, c'est uniquement vis-à-vis des populations et des actes qu'elles posent qui ne sont pas conformes aux lois. Mais qu'en est-il des dirigeants? Lorsque des députés se partagent des tablettes, il faut le dire, c'est de l'incivisme. Parce qu'il y a une loi anticorruption qui interdit une pratique pareille. Mais ils le font. Lorsque la hiérarchie de la police détourne les services payés des éléments de la police nationale qui font le travail et que eux finalement ils sont ceux-là qui détournent ces services payés-là, c'est de l'incivisme. Il n'y a pas d'autre nom. Lorsque un député de la République est soupçonné d'avoir détourné une V8, c'est de l'incivisme. Et en même temps, on constate qu'il n'y a aucune procédure qui soit engagée contre ce député, c'est également de l'incivisme. Lorsqu'au ministère des Infrastructures, on évoque des cas de détournement de fonds publics, etc., c'est de l'incivisme. Mais nos autorités, lorsqu'elles parlent d'incivisme, elles ne parlent pas de ces cas. Parce que c'est dans leur entourage, parce qu'elles-mêmes elles sont impliquées plus ou moins directement. Mais c'est tout cela qui crée à la base une frustration telle que les populations réagissent avec les armes qu'elles ont. Et quelque part, moi je suis désolé quand je vois nos autorités qui sont là depuis 30 ans. Lorsqu'on regarde sur les principaux dirigeants du pouvoir actuel, ils sont là depuis au moins 1987. Ça fait 30 ans. Avec peut-être une interlude de 10 mois et puis une année de transition de 2 ans. Mais lorsque vous avez dirigé un pays pendant 30 ans et qu'à la fin vous dites finalement il y a de l'incivisme qui se développe, il y a à se demander pendant les 30 ans quelles sont les valeurs que vous avez inculquées à votre jeunesse. Est-ce que vous-même vous avez été des références, des modèles pour la jeunesse? Donc pour moi, ce qu'on qualifie d'incivisme actuellement, d'abord, c'est partiel.
parce que ça ne prend pas en compte les crimes et les délits que les tenants du pouvoir commettent et pour qu'ils restent impunis. Et ce sont ces crimes, délits impunis-là qui entraînent une réaction populaire des citoyens qui n'ont plus confiance en l'institution judiciaire et qui se disent que cette institution ne peut absolument rien apporter. Il faut qu'elle-même résolve leurs problèmes. Monsieur Emma. Et ça m'amène ici à rappeler le Forum national sur le civisme que nous avons organisé en 2013. Effectivement, ce forum-là a fait un diagnostic sans complaisance de la question de l'incivisme dans notre pays. Oui. Ce forum qui a réuni plus de 400 participants, je pense qu'à l'occasion de ce forum-là, les causes de l'incivisme ont été identifiées secteur par secteur, sur le plan politique, sur le plan économique, au niveau de la jeunesse, au niveau des familles et autres. Et à l'issue de ce forum-là, les participants ont formulé 8 recommandations, dans le sens, donc ici, de venir à bout du phénomène de l'incivisme dans notre pays. Depuis 2013, hein? 2013. Et je prends, mais ce qui tient à rappeler, le forum s'est tenu en 2013, mais le plan d'action qui est issu de ce forum-là a été adopté que sous la transition, le 6 mai 2015. 2 ans après. Il y a un certain nombre de difficultés, je ne vais pas peut-être revenir dessus. Mais ce qu'on retient de ces 8 recommandations formulées lors de ce forum-là, c'est la tenue des états généraux de la justice, qui est une recommandation de ce forum. Ce sont les participants qui ont suggéré la tenue des états généraux de la justice, qui se sont tenus de sorte, comme on l'a dit ici, à travailler à ce que la justice soit indépendante dans notre pays. Et tous les tests en la matière ont été adoptés. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, un juge qui se retrouve au palais de justice, il ne dépend qu'administrativement de l'exécutif. Voilà. Au niveau des recommandations formulées, les participants ont suggéré également qu'on mette en place l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires. Ça a été mis en place? Ça a été mis en place. Nous sommes à la phase de l'opérationnalisation de cet observatoire. Ça a été mis en place en quelle année? Le décret a été adopté en 2015 et en 2016, nous sommes attelés à mettre en place les démembrements de l'observatoire au niveau village, départemental, au niveau des régions. Et à la fin de l'année 2016, nous avons donc formé les membres de l'observatoire. C'est tout un processus. Alors, comme recommandation, c'était la promotion du civisme dans le secteur économique, surtout au niveau fiscal. De sorte qu'au niveau du ministère de l'économie, vous voyez très bien que les journées portent ouvertes, de sorte à amener les citoyens à comprendre le bien fondé de payer les impôts. Ils ont également suggéré la promotion du civisme au niveau politique, à travers les formations que nous donnons chaque année au profit des acteurs politiques et autres. La promotion du civisme également au niveau de la jeunesse. Mais je tiens à rappeler aussi un point pour dire que c'est vrai, j'ai entendu le SG ici présent, il a parlé d'autorité et autres. Mais je vais dire que ces autorités-là sont issues de quelle société? C'est avant tout de notre société. Pour dire qu'il y a un problème, d'abord dans notre société. Parce que mon frère, qui est aujourd'hui député et autres là, il est issu de notre société. Donc c'est la société burkinabé elle-même qui ne se porte pas bien. Donc nous pensons... Et pourquoi la société ne se porte pas bien? Je pense que Maître est revenu dessus. Il a dit c'est quelles sont les valeurs que nous inculquons à nos enfants. Quelles sont les valeurs qu'on nous a inculquées nous-mêmes et que nous inculquons à nos enfants. Parce que je prends un exemple banal. Lorsqu'un jeune qui se lève un matin, il va déposer un concours, le concours par exemple ici pour être un enseignant du primaire, mais son frère lui dit mais allez, va déposer la douane ou bien va déposer le ministère de l'économie. Mais quand on fait une analyse, c'est pour dire que c'est encore mieux d'aller là-bas, ici. Mais à la limite, quand on fait une analyse, c'est quelle valeur on fait passer. Donc ces autorités qu'on pointe du doigt là sont issues de notre société et c'est la société burkinabé qu'il faut remettre en cause. D'accord, merci bien. Oui, mais en fait, je voulais réagir sur ce que M. Emma vient de dire, oui. Sur nos autorités qui sont issues de la société, donc qui peut-être subissent les mauvaises influences de cette société. Tout comme nous d'ailleurs aussi. Non, je voudrais relativiser en disant, j'ai bien dit, ce sont des gens qui dirigent le pays depuis plus de 30 ans. Si vous partez et vous voyez l'évolution de notre pays depuis qu'ils sont à la tête, les choses vont de mal en pire. C'est-à-dire, en 87, pour la plupart, quand ils venaient aux affaires, le Burkinabé avait un meilleur respect du bien public. Il était assez intègre quand même. Le Burkinabé était intègre. Il savait, il faisait preuve de patriotisme dans tout ce qu'il faisait en 87. Parce que quoi qu'on reproche au CNR, ça a été une période où quand même il y a eu une gestion beaucoup plus parcimonieuse du bien public que maintenant. Mais depuis que ces gens-là sont là, comment est-ce qu'ils gèrent le bien public? L'État est devenu l'appareil, le moyen le plus rapide pour s'enrichir, vite et bien.
Vous les voyez au sommet de l'État, ils sont tous bien joufflus, bien riches, etc. Monsieur Sanou. Oui, excusez-moi, je retire le thème, il semble vous toucher, mais c'est la réalité. Mais quand vous les voyez aujourd'hui, comme ils vivent, le train de vie qu'ils ont, etc., etc., cela a fait que, malheureusement, ils n'ont pas inculqué des valeurs d'intégrité à la société. Une société, elle est constituée de jeunes. Mais quand les jeunes ne voient pas de référence, de modèle, de premiers responsables qui incarnent des valeurs, tout le monde se dit aujourd'hui, quand vous allez dans certaines écoles de 4e, vous demandez à un enfant, il veut être quoi? Il vous dit, je veux être douanier parce qu'il y a de l'argent là-bas. Mais ça montre l'état d'esprit dans lequel la société se trouve. On nous éduque pour l'argent, en fait. On nous éduque pour de l'argent. Et malheureusement, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils sont là depuis suffisamment longtemps pour être les véritables responsables de cette situation. D'accord, mais justement, ils sont responsables de cette situation. Maître Benao, comment on peut résoudre le problème? Comment résoudre le problème? Je vais ramasser tout à l'heure le débat en disant que les Burkinabés, nous avons démontré que nous pouvons mourir pour le Burkina, d'accord, à travers la résistance au coup d'État, à travers l'insurrection. Voilà. Maintenant, nous devons montrer que pays, ça, tout à fait. sûr. Voilà. Maintenant, nous devons pouvoir vivre maintenant pour le Burkina Faso. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je distingue 3 situations. Lesquelles? La première, vis-à-vis donc des ceux qui ont les responsabilités institutionnelles et qui sont inciviques là, je crois que là-bas il n'y a plus de sensibilisation à faire. Il faut réprimer. Voilà, il faut réprimer. En disant de réprimer, je suis conscient que l'incivisme ne signifie pas forcément que le comportement indexé est un comportement qui est un comportement infractionnel. Voilà, il se peut que ce ne soit pas infractionnel. Voilà. Et si c'est le cas, les infractions, elles ne s'inventent pas. On regarde un peu le comportement ou les attitudes qui se développent dans une société et le législateur est là pour ça. Il peut décider de réprimer un certain nombre donc, de comportements. Et je vous une parenthèse pour dire que je ne suis pas d'accord avec M. Emma quand il fait une distinction entre les autorités et puis la société, parce que tout simplement, mais justement, le rôle de l'autorité politique, c'est d'avoir une vision qui vise à transformer la société. Mais si lui, il vient et dit non, je suis issu de cette société aussi, donc n'attendez pas de moi qu'il transforme quoi que ce soit, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Alors, deuxième niveau, c'est au niveau, justement, j'allais dire intermédiaire, c'est-à-dire ceux qui ont la chance d'aller à l'école. Il faut voir comment, à travers donc l'éducation que nous donnons d'un point de vue formel là, comment est-ce qu'on peut inculquer les valeurs, tout en les appliquant bien sûr au plus haut sommet, parce que si vous enseignez les valeurs alors que vous ne les vivez pas, vous n'allez pas les appliquer. Et au niveau de la base, dans la famille, il faut revoir un peu comment est-ce que il faut reconstruire, comme j'aime le dire, le Burkinabé. Il faut construire le Burkina Faso, mais il faut reconstruire le Burkinabé. Et ça, il faut une volonté politique inébranlable. Je regrette. Mais ce n'est pas en restant là, en croyant qu'on va réformer ici, des réformettes là, qu'on va régler le problème. Ce n'est pas possible. Voilà. Il faut une transformation fondamentale et profonde. D'accord. Ça, c'est clair. Monsieur Sanou, est-ce qu'il faut une transformation fondamentale et profonde, comme dit Maître Benao? Oui, et Maître Benao avait dit il y a quelques minutes de cela que, et je suis parfaitement d'accord, que ce que la question de l'incivisme pose comme problème, c'est la question de la faillite de notre société, de notre État de façon générale. C'est vrai, aujourd'hui nous débattons de la question de l'incivisme, mais il faut avoir une vue globale. Il n'y a pas pratiquement beaucoup de secteurs de notre vie nationale où les choses vont correctement. Nous avons un État qui a enclenché malheureusement une marche lente vers une certaine faillite. Plus les jours passent, plus la situation s'aggrave, etc. Donc, il ne faut pas penser qu'on peut résoudre la question de l'incivisme uniquement de façon sectorielle. D'où, effectivement, le fait que je pense comme lui qu'il faut un changement profond, véritable, au niveau du mode de gouvernance même de notre société. Mais comment justement on peut opérer ce changement-là? Comment il faut l'opérer? Comment je dis toujours, quand le mal est politique, la solution ne peut être que politique. Parce que pour vous, l'incivisme est d'abord politique. Pour moi, la question de la faillite de l'État est une question politique. La réponse doit être politique. Et la réponse politique, on ne peut pas la trouver de mon point de vue si on ne change pas
la manière de gérer les affaires de l'État. Maintenant, est-ce que ceux qui dirigent le pays actuellement sont capables de s'être mûs sur leur personne, de changer la manière de gérer? Moi, je suis au regret de constater qu'apparemment, ils ne savent pas gérer le Burkina ou le pays autrement que ce qu'ils ont toujours fait. Monsieur Emma, allez-y. Voilà. Comme les autres l'ont dit, nous sommes tous embarqués dans le même bateau. Et on a intérêt, je pense, à laisser à nos enfants un Burkina de paix. Un Burkina qui pourra renouer avec ses valeurs d'antan. Parce que quand on dit l'homme burkinabé, c'est celui qui intègre. Ça m'amène à revenir également sur les événements que nous avons connus, les 30 et 31. Pour dire que, présentement, nous sommes en train de petit à petit construire une démocratie. Mais ce qu'il faut relever également, la construction d'une démocratie n'est jamais un long fleuve tranquille. Vous prenez tous les pays au monde qui sont passés par des moments difficiles. Monsieur Emma. Est-ce que vous comprenez? Laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Allez-y. Et c'est de dire que peut-être que nous sommes en transition. Mais, parlant aussi de l'incivisme, il y a des actions aussi qui sont menées au niveau du ministère en charge des droits humains et de la promotion civique. Tantôt, j'en ai parlé du plan d'action, de mise en œuvre des recommandations. Le plan d'action a identifié un certain nombre d'actions et d'activités à mettre en œuvre par département ministériel. Mais, en parlant de civisme, on vous parle de comportement. Ne pensez pas que c'est dans 1 an, 2 ans que nous allons changer le comportement des uns et des autres. C'est dans combien de temps? Voilà. Ça prend le temps. C'est comme il a dit. On agit aux côtés de la sensibilisation, mais aussi le Forum national sur le civisme a relevé comme cause de l'incivisme la non-application de la loi dans toute sa rigueur. D'accord. Il faut sanctionner aussi pour donner l'exemple. Nous nous inscrivons dans cette démarche-là tant que la sanction est une base légale. Maître Benao l'a dit tout à l'heure. En fait, c'est la lenteur de la justice qu'on ne comprend pas. Il y a des actions qui sont en train d'être menées petit à petit pour pouvoir régler la question. Mais ce qui est important et ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la question de l'incivisme. C'est comment, effectivement, pas éradiquer, parce que dit qu'on va éradiquer l'incivisme, je pense que c'est une vue de l'esprit. C'est comment... Personne ne l'a jamais dit non. Voilà, c'est comment, petit à petit, arriver donc à amener le Burkinabé à respecter la loi, à transformer notre société. M. Benao, vous avez la parole. Oui, alors 2 choses. La première, changement dans le domaine politique, nous avons dit la transformation de la politique. Moi, je doute très fort quand M. Emma dit que effectivement, nous sommes en situation de transition, vraiment ça va aller et tout. Moi, je suis très réservé, pour ne pas dire que je suis très sceptique. Parce que vous voyez, en France, lorsque Emmanuel Macron est arrivé, ce n'est pas forcément un bon exemple, mais quand il arrive, dans les 2 semaines de son arrivée, il fait en conseil des ministres un projet de loi qui abolit les privilèges de l'élite, notamment la haute cour de justice. Vous dites désormais vous serez jugé comme tout le monde par la cour d'appel de Paris. Point barre. On ne discute pas. Mais ça, c'est des signaux forts. C'est des signaux forts. Quand il dit un député ne peut plus embaucher un membre de sa famille, ou si un autre parlementaire veut embaucher un membre de sa famille, il doit le signaler et puis justifier. Ça, c'est des signaux forts. Dites-moi, depuis que le gouvernement actuel est là, depuis 2015 et 2016, voilà, dites-moi exactement, donnez-moi un seul acte concret où on peut dire, ah, voilà, on est en train d'aller vers ceci, on est en train d'aller vers ça. Ce n'est pas vrai, moi, je n'en vois pas. Deuxième chose, la lenteur de la justice. Nous sommes enfermés dans un copier-coller français que vraiment, moi, je déplore. Regardez, lorsqu'il y a eu une fois, c'était en 2013, je crois, lors d'un séminaire, moi, quand j'ai dit qu'il faut déconnecter le parquet du ministère de la Justice, c'est un magistrat qui a crié. Il dit, mais vous voulez chambouler tout le truc? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que dans leur imaginaire, ils ne s'imaginent pas dans un schéma où on a déconnecté le parquet du ministère de la Justice. Ils ne comprennent pas ça. Mais ça, c'est pas parce que Napoléon s'est assis dans son palais, il a pensé ça, que nous tous on doit s'engouffrer dedans. Napoléon a ses raisons qui ne sont pas les nôtres. Pourquoi est-ce que nous, on est obligés d'aller dans ça? Deuxième chose, la lenteur. Le TGI de Ouagadougou, un grand TGI, est l'un des rares TGI de la sous-région où un tribunal de la capitale a une formation, effectivement, donc, de jugement pour les flagrants délits. Pourquoi? Quand il dit une formation, c'est quotidiennement, je vais dire, on doit pouvoir, au TGI de Ouagadougou, équiper le tribunal donc, de nombreuses salles. Ok? On n'a pas besoin de grandes salles, des petites salles. Et au lieu de faire une formation collégiale, on peut faire des formations à juge unique qui existent en province. Mais ça veut dire que si on le fait, on peut avoir un minimum de 5 audiences au flagrant délit par jour. Au TGI de Ouaga, c'est parfaitement possible. Mais il n'y a pas de salle d'audience. Qu'est-ce que les juges font? Ils sont obligés de monter avec 100 dossiers de flagrant délit.
Entre 8h et 16h, ils vont connaître de 3-4 dossiers. Oula. Le reste, les gens retournent à la maison d'arrêt. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est pas une question de justice. C'est une question de l'État de façon générale. De justice, je suis d'accord, mais de l'État de façon générale, qui manque d'inspiration, qui manque d'imagination pour effectivement aller dans un système qui est original et qui nous permet d'avancer. Regardez le système judiciaire rwandais, mais ça fait pâlir le système américain parce qu'ils ont une vision claire de ce qu'ils veulent. Donc ça veut dire qu'au Burkina Faso, à votre avis, le pouvoir là n'arrive pas à tenir le peuple là d'une main forte. Le pouvoir, je veux dire, il n'a pas une vision pertinente et décomplexée qui lui permet de dire, bon, voilà l'image de la justice que nous voulons, voilà ce que nous mettons en place par rapport à ça. Monsieur Emma voulait réagir rapidement, on va conclure. C'est de dire également qu'il y a la création d'un nouveau TGI au niveau de Ouaga, voilà, qui est en train d'être fait. Et au niveau de la justice, on ne va pas nier qu'il y a des efforts qui sont là. La création de la cour d'appel au niveau de Fada, c'est une réalité. Donc je pense que petit à petit, il ne faut pas aussi nier ce qui est fait comme effort. Mais comme il a tantôt dit, on peut faire mieux. Une dernière question, oui, une dernière question avant qu'on ne fasse la conclusion. Dites-nous, qu'est-ce qu'aujourd'hui là, on peut attendre des autorités, surtout après l'insurrection? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces autorités-là? Monsieur Benao, rapidement. Moi, je n'entends rien. Vous n'entendez rien? Non, moi, j'observe. Ah bon? Moi, je n'entends rien. J'ai pensé que l'année, ce que moi j'ai vu et que je ne peux pas déballer sur ce plateau, moi, je n'entends rien. Voilà. Je suis, comme dit Laurent Bado, je fais partie de la jeunesse qui est dans une salle d'attente et qui n'attend rien. Moi, je n'attends rien. Mais vous faites quoi là-bas alors? Bon, je pense que peut-être Maître attend quelque chose. Et bien, s'il n'attend rien, nous on attend quelque chose de lui parce que c'est un Burkinabé. Et je suis convaincu que lorsqu'il s'agira donc de faire des propositions concrètes, dans le sens de mener des actions fortes, dans le sens de la promotion du civisme, il va s'impliquer parce que c'est un Burkinabé. Merci et beaucoup. Parlant d'attente aussi, bon ça je vais finir avec, c'est aussi dit que nous à notre niveau, c'est toujours mettre l'accent sur la sensibilisation, comme je l'ai dit. Il faut mettre l'accent également sur d'autres actions. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, il y a des réformes à faire et ces réformes-là, je pense que voilà, c'est petit à petit, on va y parler. Monsieur Sanou? Oui, bon, moi j'attends de ces autorités-là qu'elles puissent véritablement incarner la soif de changement que notre peuple a exprimée en octobre 2014. Et depuis qu'elles sont là, à aucun moment, elles n'ont véritablement incarné cette soif de changement. Et pour moi, elles vont commencer à l'incarner si nous apprenons que par exemple, les députés qui détournent les V8, il y a des enquêtes, il y a des procédures judiciaires qui sont enclenchées contre eux. Si nous apprenons que les policiers qui détournent les services payés de la police sont véritablement poursuivis et à la hauteur des actes qu'ils ont posés, etc. Mais tant qu'il n'y a pas ces actes forts qui sont posés, mais ça sera le serpent qui se mord la queue. Parce qu'on n'aura pas l'impression que les choses ont changé. Si on veut diriger le pays comme on le faisait avant 2014, il va sans dire qu'on ne va pas atteindre les résultats escomptés. Monsieur Sanou, est-ce qu'en 2014, objectivement, le peuple avait les mêmes ambitions que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, en regardant, c'est eux qui n'avaient pas les ambitions de notre peuple. La preuve, depuis 2 ans, où ils sont là, bientôt 2 ans, ils ne se sont pas montrés à la hauteur des aspirations populaires. Et je vous dis, prenez tous les secteurs de la vie nationale et dites-moi le secteur où les choses vont. Si vous allez dans le domaine des emplois des jeunes, vous voyez les dépôts de concours, allez-y à l'université, vous verrez. Allez-y à Yalgado, vous verrez. Les questions de logement, les questions de sécurité, les questions de justice, on en a suffisamment parlé. Donc, il faut que nos autorités se montrent à la hauteur des ambitions qui sont légitimes de notre peuple. Mais s'ils ne se montrent pas à la hauteur, on fera des émissions encore ici sur d'autres thématiques et on sera au regret de constater, comme notre ami du ministère le dit, il y a des efforts qui sont faits. Mais apparemment, ces efforts-là, c'est au niveau du gouvernement qu'on les voit. Mais sur le terrain, concrètement, on ne les voit pas. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ali Sanou, secrétaire général du MBDHP. On va s'arrêter ici sur la question de l'incivisme au Burkina Faso, mais je vous propose de faire un appel, de lancer un appel à tout le Burkinabé. Maître Benao, quel est l'appel que vous avez envie de lancer? Oui, ici j'ai un appel à lancer. C'est vrai que c'est prétentieux, parce que je ne sais pas qui je suis pour lancer un appel, mais bon, si j'ai un appel à lancer, mon appel s'adresse essentiellement d'abord à ceux qui sont chargés donc d'imprimer une marche pour qu'ils donnent le bon exemple. Je parle donc des autorités
au plus haut niveau de l'État. Et ensuite, demander à chacun des Burkinabés qui n'a pas la chance d'être une autorité étatique de plutôt chercher à vivre pour le Burkina Faso sans regarder ce qui se passe à gauche et à droite. C'est ainsi que nous aurons la conscience politique qui nous permettra d'œuvrer ensemble à la transformation profonde de ce que nous recherchons comme image de la société burkinabé de demain. Merci beaucoup, maître. Vous avez 30 secondes, monsieur Emma. Quel est l'appel? La conclusion ici, je peux dire que c'est de dire à chaque citoyen que le Burkina Faso, c'est notre patrimoine commun, c'est notre maison commune. Et nous avons intérêt, à mon sens, à préserver la paix et de travailler aussi à la construction d'un état de droit. Parce que quand vous prenez tous les pays qui nous entourent, partout il y a la paix. C'est vrai qu'il y a des crises, mais nous restons convaincus que par le dialogue, par la concertation, on peut régler pas mal de problèmes. Rien n'essaie de se rendre justice. Parce que l'auto-justice, la justice privée ne construit pas une démocratie. Voilà, dans la communication, on peut régler pas mal de problèmes. Et moi, je reste convaincu. Merci. Monsieur Sanou, on termine avec vous. Ok, merci. Moi, mon appel également ira aux autorités. Comme on a coutume de le dire, le poisson pourrit pas à la tête. Absolument. Voilà, quand vous cultivez du maïs, vous ne pouvez pas espérer récolter du mil. Donc, si nos autorités ont transformé l'impunité en mode de gouvernement, elles ne peuvent que récolter ce qu'elles appellent un civisme aujourd'hui. Donc, c'est à elles de changer les modes de gouvernance qu'elles ont toujours imprimés. Si elles arrivent à changer ces modes de gouvernance, elles verront elles-mêmes que notre peuple, les Burkinabés, qui ont déjà affronté des balles les mains nues, ce qui témoigne de l'amour de leur patrie, elles verront que ces Burkinabés-là sont des patriotes qui peuvent se battre pour leur pays, mourir pour leur pays, mais aussi vivre pour leur pays, comme M. Benao l'a dit. Donc, mon appel va surtout aux autorités pour se montrer à la hauteur des espérances populaires. D'accord. Merci beaucoup, M. Sanou. Mesdames et messieurs, ce sont sous ces mots de M. Ali Sanou, secrétaire général du MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, qui va prendre pour notre émission de débat de ce jour. Nous nous sommes arrêtés sur le phénomène de l'incivisme au Burkina, un phénomène qui prend beaucoup de l'ampleur d'ailleurs, pour en comprendre les causes, les conséquences et la solution à y apporter. J'ai reçu pour vous Maître Benao Batibié, il est avocat. J'ai reçu également Armand Emma, il est directeur de l'éducation au civisme et à la citoyenneté, c'est au ministère de la Justice, et M. Ali Sanou, secrétaire général du MBDHP. À la pose de son, il y avait Henri Tapsoba, à la réalisation Augustin Tapsonré. Au micro, je suis Bénédicte Zouré Sawadogo. Que Dieu bénisse la terre, les filles et les fils du Burkina Faso. À la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie. Au revoir. C'était À vous de juger, une émission de débat sur la RTB Radio. Réalisation Augustin Zapsoré. Présentation Bénédicte Zouré Sawadogo.